De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mail, toute l'actualité des nouvelles technologies. Votre version audio sur rmc.fr et sur les principaux agrégateurs de podcasts, et puis la version vidéo qui vous attend sur 0nettv.com et sur YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 15 mars 2019. Un De quoi je me mail un peu particulier puisqu'il n'y aura qu'un module, mais quel module, puisque nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Berlemont dans De quoi je me mêle aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour François. C'est la première fois que je vous reçois dans De quoi je me mêle et je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur marketing et communication chez Samsung France. Et forcément, qui dit Samsung dit tous ces produits high-tech de notre quotidien qui nous entourent, les télévisions, l'électroménager, les smartphones bien sûr, les tablettes, etc. Et beaucoup d'autres. Guillaume, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est téléphonie mobile. Exactement, Samsung. tout à fait. Et on va parler de l'actualité de Samsung qui est très riche actuellement, avec la sortie il y a quelques jours du Galaxy S10. Mais aussi, moi j'ai plein de questions à vous poser sur à la fois la concurrence qui est de plus en plus forte entre grands constructeurs, les Chinois qui affrontent les Coréens. Et puis bon, il y a évidemment Apple, mais ça c'est un vieil ami que vous connaissez depuis très longtemps. Et puis il y a aussi toutes ces autres questions concernant l'avenir du smartphone. Est-ce qu'on est arrivé à une espèce de form factor un peu moment charnière, tu veux dire définitif, et puis voilà, est-ce qu'on va vers le pliable puisque vous avez annoncé le Samsung Fold, donc plein de questions. En tout cas, merci d'être avec nous. Si vous voulez réagir, toujours le hashtag DQJMM sur Twitter ou alors dans vos commentaires sur YouTube. Première question. On est au Galaxy S10 qui sort, je le disais, qui est sorti il y a quelques jours, en 3 itérations. Il y a 3 modèles. Regardez, moi j'en ai déjà 2 là qui sont là. Hop, regardez. Voilà, sur ma gauche, vous avez le S10 et sur la droite, le S10 Plus, qui a une version un tout petit peu plus grande. Et puis, il y a le S10e qui est beaucoup plus petit, qui est tout mignon. Exactement. Aussi. On va en parler dans un instant. Compact. Mais revenir sur la gamme des S10, donc S10, le premier Galaxy S, moi je m'en souviens parce que ça fait un moment que je suis un baroudeur de la tech, c'était un téléphone qui était assez révolutionnaire quand même, c'était un smartphone, mais que de chemin parcouru. Alors ça fait pas 10 ans, puisque c'était en 2011 le premier Galaxy S. C'est dingue quand même toutes ces années, et on voit la transformation des nouvelles technologies durant toutes ces années. Oui, le Galaxy S, comme tu le dis, c'est en 2011. On est sur la 10e itération. Et c'était le premier flagship en fait de Samsung, le premier flagship Android. Auparavant, on a eu 2 autres produits Android, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. Le premier Galaxy, qui s'appelait juste Galaxy. Un autre un peu plus entrée de gamme, le Galaxy Spica. Et le flagship, c'est lui qui était là pour concurrencer directement le smartphone phare de la concurrence et qui introduisait les premières technologies vraiment emblématiques qui font toujours le succès des Galaxy S aujourd'hui, comme le Super AMOLED, des processeurs à la pointe et puis des grands écrans. Déjà à l'époque quand même. Un Galaxy S marche toujours aujourd'hui. Alors il n'y a plus de mise à jour, mais c'est un téléphone qui peut fonctionner. Eh bien, on en a encore quelques-uns qui peuvent s'allumer. Aujourd'hui, ce serait quand même, je pense, assez compliqué avec l'usage, l'évolution des usages sur smartphone, ne marcheraient plus parce qu'il y a plus de mise à jour. Oui, de s'en servir, ça paraîtrait quand même un petit peu daté. Pour faire des mails et pour envoyer des SMS, etc., ça fonctionne toujours. Bien sûr, et puis même naviguer sur Internet. Après, c'est simplement que ça va te paraître un petit peu daté. Beaucoup de choses ont évolué quand même. Ne serait-ce que la taille d'écran. On parlait d'un grand écran à l'époque. À l'époque, c'était quoi, du 4 pouces? C'était du 4,1. 4,1 pouces. Ouais. Donc 4,1, on a en fait la taille des écrans sur ces 10 dernières années, elle a doublé. Et en doublant d'ailleurs, ce qui est assez logique, elle occupe aujourd'hui quasiment toute la surface de l'écran, alors qu'un premier Galaxy S, c'était moitié écran, moitié façade. Fermé. Mais bien sûr. On ne se rend plus bien compte aujourd'hui. Mais c'est intéressant parce que c'est une belle photo de l'innovation technologique de ces, on va schématiser 10 dernières années. C'est ça. En âge coréen, ça fait exactement 10 ans puisque nous naissons à 1 an là-bas. C'est vrai? Oui, on a 1 an le jour de la naissance. Alors, il y a eu quoi comme innovation durant ces 10 itérations du Galaxy? Alors, bon, bien sûr, on le disait, l'écran, de plus en plus grand. C'est quoi? Il y a la photo, la 4G. C'est quoi les grosses transformations, les grosses innovations qu'il y a eu ces dernières années? Comme tu le dis, les technologies, on est passé quand même à l'époque de la 3G à la 4G, 4G+. Là, on arrive sur la 5G. Donc ça, c'est une des premières innovations. La taille d'écran, la puissance.
parce que même si déjà à l'époque c'était des smartphones très puissants, aujourd'hui on est quasiment sur des puissances d'ordinateur, des stockages aussi, des capacités de stockage. On parlait de 8 gigas à l'époque, 4 même pour certains. Et on disait, waouh, 8 gigas, c'est bien, c'est chouette. On a de quoi faire avec ça. Bon, il y a toujours eu le slot micro SD pour rajouter un petit peu de mémoire pour les plus consommateurs de contenu. Mais aujourd'hui, voilà, on parle de 512, 1 Tera. Donc ça, c'est une bonne évolution. L'appareil photo, Guillaume. L'appareil photo, évidemment. Du simple capteur au triple, aux effets professionnels, gérés automatiquement par les intelligences artificielles, ça c'est important aussi, les gestions de la batterie ou encore l'interface. Et là, les interfaces ont énormément évolué et c'est vraiment un point d'ailleurs sur lequel on met un accent particulier là, ces derniers temps. C'est intéressant aussi de voir, on parlait d'autonomie. Aujourd'hui, on a, allez, on va dire quasi la même autonomie que le Galaxy S par exemple, mais avec une telle puissance différente. Enfin, c'est-à-dire qu'on a une bête de course qui va avoir une espérance de vie dans la journée, peut-être un petit peu plus. Il faudrait calculer, faire le ratio entre les premiers et les derniers, mais finalement, ça aussi, la gestion de l'énergie, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé, évidemment, et on utilise aussi surtout beaucoup plus son smartphone qu'avant. Avant, il y avait quand même quelques usages. Aujourd'hui, on est en permanence sur son smartphone, que ce soit connecté à ses réseaux sociaux, Internet, sa boîte mail. C'est 150 fois pour les plus jeunes d'entre nous, c'est 150 fois par jour qu'on déverrouille son téléphone, qu'on le regarde. C'est énorme. Et pour autant, on a quand même une autonomie qui, aujourd'hui, sur des bons produits, tient ces 24 heures. Guillaume, alors bon, on voit, évidemment, il y a eu beaucoup d'améliorations, d'innovations durant ces petites 10 dernières années en matière de smartphone. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à une espèce de plafond de verre quand même? Alors, on a des écrans plus grands, les photos sont un petit peu plus belles, on va l'être un petit peu plus rapide, etc. Les écrans sont un petit peu plus beaux, mais on a l'impression quand même, malgré tout, que d'année en année, les innovations se font de plus en plus discrètes. C'est toujours par, on va dire, des innovations un peu incrémentales. Il n'y a plus d'innovation, on se dit waouh. Alors on va parler du pliable dans un instant, mais est-ce que ça veut dire que là, on est arrivé à une espèce de plafond de verre en termes de form factor, quoi. Le smartphone d'aujourd'hui qui ressemble à ça, on pourra difficilement faire mieux et peut-être imaginer autre chose pour l'avenir. Écoute, c'est ce qu'on pense clairement. On peut, surtout sur la partie, on va difficilement faire mieux dans ce form factor. C'est clair qu'aujourd'hui, le Galaxy S10, pour nous, c'est le condensé des 10 dernières années d'innovation et il va être difficile d'en mettre beaucoup plus dans un smartphone. Il a quasiment tout. De la puissance, en passant par la prise jack, l'écran qui recouvre l'intégralité, des 5 capteurs pour le Galaxy S10 Plus si on prend la face avant, la face arrière. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. Mais tu l'as évoqué, c'est bien aussi pour ça que depuis des années... Vous êtes conscient qu'on est arrivé à une espèce de palier, en quelque sorte, et que cet outil qu'on utilise, que des milliards de gens utilisent au quotidien, il faut le renouveler. Et alors, le renouvellement, ce que vous imaginez, vous, pour le smartphone du futur, c'est ce smartphone pliable, c'est ça ? C'est effectivement une des voies que nous avons choisies. Ça fait des années que Samsung travaille sur cette technologie. Ça fait combien d'années que vous travaillez là-dessus ? Ça fait les écrans pliables. Dans les demo rooms, c'est plus de 10 ans que ces écrans existent. Maintenant, la difficulté, c'est de les rendre industriellement faisables et surtout pour un usage du quotidien. Le smartphone, comme tu viens de le dire, c'est des milliards de personnes qui utilisent ça quotidiennement. Il faut qu'ils puissent tenir le choc, si je dirais, d'un usage permanent. Et ça, c'est autre chose. On n'est plus dans les prototypes et les démo rooms. Il faut faire un produit qui va justement pouvoir servir tout le monde avec les usages d'aujourd'hui et puis commencer à penser à ceux de demain. C'est ça. Alors, on va parler de ces usages de demain, parce qu'évidemment, un grand écran démultiplie les usages, forcément. Mais la prouesse technologique dont tu parlais, c'est le fait que l'écran se plie à sa moitié d'une manière parfaite, d'accord ? Et ça, on ne se rend peut-être pas compte, l'exploit technologique que c'est. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, sur quelques millimètres, l'écran soit d'une finesse extrême pour pouvoir accepter et encaisser en fait cette pliure. C'est ça. Exactement. Et de travailler en parallèle sur des charnières. La charnière que nous utilisons a fait l'objet d'un soin tout particulier pour pouvoir refermer
doucement, naturellement et avec voilà, un rayon de courbure très doux, même s'il est ultime à la fin, pour pouvoir justement résister dans le temps. Parce que la courbure, elle est un peu arrondie, on est d'accord. On peut Bien pas, sûr. C'est un peu comme de la fibre optique. La fibre optique, si vous la cassez, ça marche plus. Ne pas plier comme une feuille de papier, Voilà. en tout cas aujourd'hui. Vous pouvez la courber, Voilà. bien sûr. Et donc, en fait, quand on ferme le téléphone, il y a toujours cette petite courbure qui est millimétrique et qui permet, en fait, au téléphone de pouvoir se réouvrir. La force, c'est qu'on ne voit pas en fait la césure quand on ouvre l'appareil. On a l'impression d'avoir un grand écran panoramique sans rien. Voilà. Exactement. Et l'exploit ici, c'est de pouvoir mettre l'écran à l'intérieur, ce qui implique une courbure beaucoup plus forte que quand les écrans sont à l'extérieur. Donc là, on ne se rend peut-être pas bien compte, mais il y a déjà un usage qui est pensé pour, encore une fois, le quotidien, avec la possibilité de protéger son écran, puisque ces écrans, ils ont quand même pour le moment, on va dire une petite faiblesse, c'est que pour pouvoir être courbés comme ça, ils ne sont pas en verre, mais ils sont faits de fines pellicules de plastique, et elles sont un petit peu plus sensibles aux rayures. Donc c'est pour ça qu'il a été choisi, d'un point de vue du design, pour pouvoir avoir une durabilité suffisante, de le mettre à l'intérieur. Mais ça a impliqué aussi, là, un autre exploit technologique, qui est de le courber encore plus, pour pouvoir avoir un téléphone quand même qui soit suffisamment fin. Alors, bon, évidemment, on compare ce téléphone à l'autre, on va dire au concurrent, celui du Huawei, le Mate 10, qui a été annoncé peu ou prou en même temps que vous. Vous l'avez annoncé avant, mais eux, ils ont tiré juste après, parce qu'on voit qu'il y a aussi une concurrence. Il faut vraiment tenir la bataille de l'innovation, c'est ça. Qui est le premier à sortir son appareil? C'est vous. Mais Huawei était juste derrière, on le savait, qu'ils attendaient ça. Huawei qui a choisi une autre technologie, en fait, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que le téléphone, en fait, quand il est fermé, l'écran est à l'extérieur, et pour toi, c'est pas forcément une bonne idée. En fait, le concept d'avoir un écran qui se ferme, ça apporte quoi? C'est plus de robustesse? Alors, le choix de Samsung, c'est celui-ci, effectivement, c'est celui de la robustesse. Après, bonne idée, pas bonne idée, j'ai envie de dire, l'avenir va nous le dire là, dans les mois qui viennent, j'imagine. C'est intéressant que les deux concurrents aient choisi deux formes facteurs des voies différentes, en fait, pour voir un peu ce qui va se passer. Mais de notre côté, la R&D a longuement justement étudié tout ceci. Il y a eu, comme vous l'imaginez, beaucoup de prototypes, et le choix définitif, il s'est fait sur celui d'un écran intérieur, encore une fois pour la protection. Faire en sorte que ce mobile soit durable et ne pas exposer les écrans. Mais ça sert à quoi, en fait, un écran pliable? Est-ce que ça va révolutionner nos usages? Avoir un écran plus grand, c'est quoi? C'est le fait de se dire on a une tablette dans la poche, c'est ça? On a une petite tablette. La première Galaxy Tab, d'ailleurs, c'était 7 pouces. Donc, c'est effectivement même plus grand qu'une petite tablette. Parce que là, on est à 7,2, c'est ça? Je crois, sur le Fold, je crois. 7,3. 7,3, pardon. Et il manquait 0,1. Mais écoute, la question, elle se pose effectivement des usages à venir, ou de la taille des écrans et qu'est-ce qu'on en fait. Mais dans ces cas-là, on peut retourner également quasiment 10 ans en arrière en se demandant, le premier Galaxy Note, qu'est-ce que c'est que cet écran énorme de 4,3 pouces à l'époque, 4,4 de mémoire. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question. On ne va pas changer justement cette philosophie qui a été apportée par Samsung, qui a été le leader en termes de taille d'écran, et cette philosophie de dire que plus un écran est grand, mais il faut qu'il reste quand même utilisable pour un usage quotidien, apporte un confort pour la consommation multimédia, ainsi que les usages. Et beaucoup d'usages se sont développés aussi avec la taille d'écran. Pour terminer avec le Fold, donc il va coûter très cher parce que forcément c'est un smartphone d'exception. On peut imaginer l'ingénierie, en fait la prouesse technologique de ce type de truc. Donc ça sort, je crois, aux alentours des $2000. Ça a été annoncé un petit peu moins. On ne sait pas quel prix en euros ça va correspondre. C'est pas encore tout à fait fixé. Voilà, et ça sort là bientôt. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui sortira l'année prochaine ou... Non, c'est dans quelques semaines. C'est début mai pour la France. Donc, début mai, en France, on pourra avoir ce smartphone pliable et l'acheter. Exactement. D'accord. Le produit est commercialement prêt. Donc là, il ne s'agit plus que de quelques semaines pour pouvoir venir le découvrir en boutique. Et puis, donc on l'aura bientôt sur ce plateau alors. On pourra bientôt le voir sur ce plateau. J'imagine, en théorie. Très bien. Et comment réagissent les opérateurs? Parce que c'est vrai que vous avez
des partenaires, hein, ce sont les opérateurs télécoms, ils sont intéressés par ce produit-là? Est-ce qu'ils vont le proposer à leurs clients, par exemple? Je sais pas moi, Orange, Bouygues, SFR, Oui, bien sûr, mais nous travaillons avec tous les opérateurs et ce produit fait partie de la gamme, comme un Galaxy S10 aujourd'hui. Et je pense que tout le monde a bien conscience que là, le Galaxy Fold, hein, c'est au Galaxy S10 ce que le Galaxy S était. Donc nous sommes sur une première itération. Le Galaxy S10, c'est la synthèse des 10 dernières années d'innovation. Et là, on commence sérieusement à se projeter, mais sur les 10 prochaines. Et le Galaxy Fold, c'est ce premier pas sur un nouveau form factor et une gamme de smartphones à venir qui laisse présager... Donc il y aura une gamme de smartphones pliables chez Samsung, c'est le sens de l'histoire. On travaille effectivement là-dessus et ensuite ça dépendra de l'acceptance bien entendu des utilisateurs. Et le prix, il faut que le prix baisse parce qu'on sait très bien que bon voilà, là c'est un produit d'exception mais on ne pourra pas toujours vendre un smartphone pliable à 2 000 €, donc il faut imaginer d'autres formes facteurs, différentes tailles effectivement et puis différentes propositions. Est-ce qu'on peut imaginer un truc comme ça qui se plie par le... Alors je ne vais pas le plier là hein, parce que je ne suis pas sûr qu'il accepte, mais qui se plie comme ça en fait vers le bas? Ben, je pense que comme les vieux téléphones qu'on avait à clapper. Un clam, ben, écoute, ça peut exister ça? Là pour le coup c'est la R&D qui pourra le dire, mais je pense que si on regarde donc les premiers smartphones d'il y a 10 ans et ce que tu tiens là dans ta main, ben, je pense qu'on peut laisser libre cours à notre imagination et laisser les ingénieurs travailler sur des propositions qui vont être de différentes tailles. Je suis sûr que ça doit être dans les tuyaux ce truc-là, c'est obligé. D'ailleurs, il y a une rumeur hein, qui circule qui dit que Samsung travaillerait déjà sur d'autres form factors hein, de smartphones pliables. Mais la R&D du leader mondial de la technologie ne s'arrête jamais. Donc j'espère et j'imagine bien qu'il travaille sur d'autres. Le leader mondial de la technologie qui est malgré tout un peu bousculé ces derniers temps, Guillaume. On voit que pendant de nombreuses années, il y avait Samsung et les autres. Enfin, il y avait plutôt Samsung, Apple, d'accord, qui voilà, se battait, d'ailleurs, parfois même en justice de manière très très violente. Aujourd'hui, ça change. On voit qu'il y a des acteurs chinois, et notamment Huawei, qui arrivent et qui vous collent au basque, si je puis me permettre cette expression, en termes d'innovation. C'est-à-dire qu'avant, c'est vous qui donniez là en termes d'innovation. Et aujourd'hui, Huawei fait aussi bien que vous, parfois peut-être même mieux sur certaines choses. Est-ce que... se faire bousculer comme ça par un concurrent, on va dire, très sérieux, qu'est-ce que ça change chez vous, chez Samsung? Ça accélère encore le rythme de l'innovation, clairement. C'est vrai que la concurrence est féroce. Elle l'a toujours été sur le marché des télécoms, avant même l'ère du smartphone. Elle l'a été peut-être de manière plus calme sur les dernières années, parce que c'est vrai que le ticket d'entrée pour pénétrer ce marché, il est élevé. En smartphone, il y a beaucoup de technologies. Il n'y avait pas grand-chose en fait à l'époque. Il y avait Apple, Samsung, effectivement, mais parce que voilà, le ticket d'entrée pour la technologie est important, les investissements, quels qu'ils soient, sont importants, et puis on se parle d'un marché mondial. On ne peut pas vraiment se permettre de lancer des produits comme ça, avec une telle innovation, uniquement sur un ou deux pays. Ça devient tout de suite très compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut tout de suite penser échelle mondiale. Donc, ça vous bouscule, en fait, cette concurrence? C'est évidemment quelque chose qui est instimulant, que ce soit de manière commerciale, pour travailler les meilleurs produits, les meilleures offres, réfléchir à comment aussi permettre l'accessibilité de ces smartphones, puisque les prix sont élevés, justifié par tout ce que peuvent faire ces smartphones, clairement. Mais cela dit, après, il y a des marques comme Xiaomi qui proposent des produits qui sont très beaux, enfin, qui franchement ne déméritent pas et qui ont d'excellents rapports qualité-prix et qui viennent aussi bousculer toute votre gamme, on va dire, la gamme des A, par exemple, ou même parfois la gamme des J, puisque vous avez 3 gammes, hein, vous avez les J, les A et les S en termes de smartphones. C'est vrai que vous êtes un peu attaqué de toutes parts, à la fois par un Huawei sur le segment premium, mais aussi par d'autres Chinois qui de plus en plus arrivent à avoir une certaine crédibilité en termes de qualité et de fonctionnalité. Après, reste encore les services clients, tout ce qui peut être autour aussi du smartphone, les finitions, parce que les finitions en fait coûtent cher. Sur un smartphone. Donc c'est vrai qu'en termes de processeur, taille d'écran et quelques innovations, on est chahuté.
mais encore une fois, ça permet à la R&D de trouver des nouveaux ressorts, d'accélérer son déploiement, de ne pas proposer non plus d'ailleurs, puisqu'on parle un peu de la gamme Galaxy A, de ne pas proposer non plus que des innovations sur les flagships. Oui, parce que c'était ça en fait. Hein. Sur le S, on avait le top du top, et on avait sur le A des innovations qui étaient issues du S, mais avec quelques mois de retard, justement, parce que il fallait justifier la baisse de prix. Oui, et puis adapté à la demande aussi des consommateurs. Parce qu'il y en a qui veulent vraiment l'ultra en termes de puissance, de qualité photo. Et puis il y a des consommateurs qui se contentent d'avoir un smartphone avec un petit peu moins de capacité dans ces domaines, et ça leur va très très bien. Il faut de toute façon une gamme complète pour pouvoir répondre à tous les besoins. Et c'est pour ça qu'on n'est pas concentré que sur le premium et le plus haut de gamme. Les prix vont de 150 donc à 1000 euros. Mais aujourd'hui, depuis quelques mois, les innovations, elles se font aussi sur une gamme A, et avec 2 produits typiquement qui ont été lancés en fin d'année, avec le A7 et le A9, qui respectivement proposaient 3 capteurs et 4 capteurs. Qui ne sont pas des smartphones au rabais. D'ailleurs, c'est le seul smartphone de votre gamme qui a 4 capteurs, hein, je crois. Exactement, aujourd'hui oui. Donc en tout cas, ces innovations, elles vont se faire sur toutes les gammes, et en étant vraiment adaptées aux usages de chaque typologie d'utilisateur. Dernière chose pour terminer avec Huawei, il semblerait qu'ils aient dans les rayons un P30 qui va sortir là dans quelques jours, qui aura un zoom 10x, qui est une vraie innovation technologique, parce que ça sera un zoom 10x optique. Hein. Alors bon, là, ce ne sont que des rumeurs. Hein. Il y a pas de... On ne voit pas le produit, etc. Mais c'est ce qui circule sur le web aussi. Et là encore, c'est-à-dire qu'ils vont vous doubler technologiquement sur quelque chose qui est quand même assez important, la photo. Et ça va être ça, en fait, tout le temps, quoi. C'est celui qui va sortir la première une innovation, l'autre va être obligé de doubler avec autre chose, etc. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de challenge perpétuel. Une saine émulation, on va dire. Après, je pense que chacun a ses armes. Il y a des innovations d'un côté, d'autres chez Huawei, et on va laisser le choix aux consommateurs. À nous ensuite de défendre les propositions, d'avoir des appareils photo surtout qui fonctionnent dans toutes les conditions, de nuit, qui permettent d'avoir des photos d'excellente qualité sur les réseaux sociaux, d'où par exemple les partenariats technologiques et de développement qu'on peut avoir avec Instagram notamment, qui a été annoncé lors de la présentation du Galaxy S10. On a des photos Instagram qui font tout l'écran, hein, c'est ça d'après ce que j'ai vu, hein. Qui font tout l'écran, et surtout qui utilisent toutes les API de l'appareil photo. Donc on améliore encore la qualité. Mais on améliore la qualité. Il n'y a plus juste la bonne qualité des capteurs de l'appareil photo et qu'on regarde dans sa galerie, mais surtout celle qu'on utilise et qu'on poste. Donc il y a toujours de toute façon ce rapport dans le monde du smartphone entre les évolutions hardware et puis comment surtout on couple ça avec le software, les partenaires, donc type Instagram, ou Google sur les interfaces, hein, là aussi, que ce soit pour travailler sur des nouvelles interfaces comme le Galaxy Fold, ou alors une interface retravaillée avec One UI qui a été introduit il y a quelques temps et qui a été repensée complètement pour pouvoir avoir un usage pratique à une main, même sur des grands écrans. Donc c'est vraiment la combinaison des deux, et pas uniquement l'innovation hardware. Et l'innovation hardware, elle doit être là, mais elle doit aussi servir à un vrai besoin. Pour terminer, un mot sur la 5G. Ça va être l'un des... On parlait tout à l'heure de ces innovations incrémentales. Hein, la 5G, c'est quand même quelque chose d'assez important. Le premier smartphone 5G de Samsung arrive quand en France ? Il a été annoncé en même temps que le Galaxy S10. Donc il y aura un Galaxy S10 5G également. Et en ce moment, on travaille avec les partenaires opérateurs. Et on va aussi se caler surtout sur leur calendrier de déploiement. Et Samsung sera l'un des premiers acteurs à proposer des smartphones 5G dans le monde et en France ? Nous sommes là. Vous êtes là ? Ouais. D'accord. Et ça sera d'ici la fin de l'année, à votre avis, ou pas, les premiers smartphones 5G ? Oui, c'est apparemment dans cette voie-là qu'on se dirige, avant la fin d'année. Après, il faut que ça ait un sens. C'est-à-dire qu'il faut que les réseaux soient compatibles. C'est pour ça que c'est un travail de collaboration là avec les opérateurs. En tout cas, on est prêt quand ils sont prêts aussi.
Merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu à toutes mes questions. Le Galaxy S10 voilà, est disponible. Juste un mot sur les prix, hein. On commence à 700 et quelques euros pour le 759. Voilà, le SE qui est le petit. Exactement. Je vous invite à découvrir parce que franchement, avec cette course aux grands écrans, le SE peut être une réponse très intéressante pour tous ceux qui veulent des petits smartphones puissants parce qu'en fait, on a le top de la techno dans un petit format, ce qui est plutôt pas mal. Exactement. Et très compact. Voilà, le S10 qui coûte un petit peu plus cher forcément. 909 €. Et le S10 Plus, qui est celui-ci, donc le gros modèle. Voilà. Exactement, à 1009 €. Voilà, faites le bon choix. Merci beaucoup Guillaume. Merci François. Guillaume Berlemont, donc directeur marketing et communication chez Samsung France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous tous et à vous tous. N'hésitez pas à réagir à cette interview, hein, le hashtag DQJMM sur Twitter ou bien via les réseaux sociaux sur Facebook ou sur YouTube. Et j'aurai le plaisir d'être là vendredi prochain. Portez-vous bien, à très vite. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV.